Bonsoir ou rebonsoir pour ceux que j'ai croisés tout à l'heure pour la première projection de la Rosière de Pessac à 16 heures. Donc Pauline Mortas est historienne. Elle est à terre à l'université Paris-Sorbonne. Et donc ce soir, elle va nous parler d'un sujet qu'on se disait peut-être un peu difficile, et pourquoi? Et pourtant, on est très heureux de voir autant de monde dans cette salle, puisqu'il s'agit donc de la virginité féminine au 19e et au 20e siècle, même si le sujet va être un peu plus précisé par Pauline Mortas, et peut-être plus spécifique par rapport à la Rosière de Pessac et aux rosières en général. Donc je lui cède la parole et bien sûr on se retrouve tout à l'heure pour vos questions et vos remarques. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et nombreuses. Ça me fait très plaisir. Merci à toute l'organisation d'Unipop Pessac pour l'invitation et pour l'organisation. J'ai été très heureuse de cette occasion de me replonger un petit peu à l'occasion de cette conférence dans mes anciennes recherches que j'ai menées en master sur l'histoire de la virginité féminine et de la défloration au XIXe siècle. Au cours de ces recherches, j'avais croisé, sans forcément trop l'approfondir, le cas des rosières. Et c'est pour cette raison en fait, que lorsque François Aimé m'a proposé de faire cette conférence, j'avais d'abord imaginé une conférence qui portait plus largement sur l'histoire de la virginité féminine au XIXe et au XXe siècle, en craignant un petit peu de manquer de matière sur le cas plus particulier des rosières. Et puis en fait, en me penchant un peu plus sur l'histoire de la rosière et sur les travaux que les rosières ont suscités, je vous ai mis sur le PowerPoint quelques-unes des références que j'ai pu mobiliser. Je dois dire en fait que je me suis prise au jeu et que les rosières me sont apparues comme un sujet à part entière qui permet d'aborder la question de l'évolution des normes qui pèsent sur les jeunes filles et sur les femmes, mais aussi de retracer d'autres transformations, d'autres tensions de la société française au fil des siècles. Je me suis donc permis, et j'espère que vous me le pardonnerez, un petit recalibrage par rapport au titre initialement annoncé, en intitulant donc ma conférence « Épineuse rosière ». Ce recalibrage, c'est aussi un clin d'œil au titre du livre que j'ai consacré en 2017 à l'histoire de la défloration au XIXe siècle. Et ma slide, voilà, c'est cette slide-là. Et j'avais choisi en fait ce titre du fait de la fréquente association dans les représentations iconographiques entre la rose et la virginité féminine. Je vous en ai mis quelques exemples sur le PowerPoint, quelques tableaux du XVIIIe siècle, donc un tableau de Boucher qui représente donc une jeune fille nue, allongée, et sur laquelle figure, et vous devez sans doute la voir parce que l'écran dont on dispose est très grand, une rose par terre jetée au sol. Deuxième tableau, un tableau de Greuze, la cruche cassée, où on voit une jeune fille, vêtements défaits, tenir des roses au niveau de son bas-ventre. Et puis, dernier exemple, une gravure de Debucourt, intitulée La rose mal défendue, qui renvoie assez explicitement à une référence d'acte sexuel. Donc, en intitulant mon livre « Une rose épineuse », il s'agissait de faire référence à l'une des thèses principales que je défends dans cet ouvrage, à savoir qu'au XIXe siècle, on a une quantité de discours, que ce soit des discours médicaux, des discours religieux, des discours littéraires, qui vont ériger le premier rapport sexuel féminin, et donc la perte de la virginité, en un événement problématique. Et tous ces discours vont insister sur les difficultés, sur le caractère épineux de ce moment. Je me permets donc ici de filer cette métaphore végétale, puisque la thématique de la rosière s'y prête très bien, et parce que aussi je voudrais montrer que, dans cette conférence, que cette tradition est en fait depuis des siècles au cœur de contestations diverses et de débats très animés qui la rendent précisément épineuse. Donc pour ce soir, je vous propose un parcours chronologique en 4 parties, depuis l'origine des rosières jusqu'à nos jours. Donc d'abord, un premier temps centré sur le récit des origines de la cérémonie jusqu'au XVIIIe siècle, où on va assister à l'émergence et à l'essor des cérémonies de rosières.
Ensuite, une deuxième partie de la Révolution française aux années 1860 à peu près, où la rosière va devenir un symbole des normes de virginité et de conjugalité qui pèsent alors sur les femmes. Pour m'intéresser ensuite, dans une troisième partie, au devenir des rosières sous la Troisième République, durant laquelle on assiste à une forme de laïcisation des cérémonies. Et puis je reviendrai aussi sur la manière dont les représentations qu'on en fait à cette époque traduisent en fait les mutations des rapports de genre, des rapports entre les hommes et les femmes à cette période. Et puis je me concentrerai dans une dernière partie sur les dernières décennies du XXe siècle, sur la période très contemporaine, même le début du XXIe, pour voir comment la tradition de la rosière a tenté de se reconfigurer et de s'adapter à la modernité. Commençons donc par évoquer, vous l'avez vu un petit peu dans les films, parce que les édiles se plaisent à rappeler ses origines, les origines des fêtes de rosière. La tradition consistant à couronner une rosière, elle prend essentiellement son essor au XVIIIe siècle, mais vous l'avez vu, on l'a fait remonter à des temps bien plus anciens. C'est Saint Médard, l'évêque de Noyon en Picardie, au VIe siècle, qui était aussi le seigneur du village de Salancy, qui aurait fondé cette tradition à peu près dans les années 520. Il désirait récompenser la vertu d'une jeune fille de son village natal, et il aurait fait à cet effet une fondation de 25 livres, en fait en détachant de ses terres patrimoniales un petit domaine dont les revenus auraient été alloués à doter le prix remis chaque année. Et donc chaque année, le 8 juin, donc le jour de la fête du fondateur, la jeune fille choisie aurait reçu ce prix ainsi qu'une couronne de roses, d'où le nom de rosière. La première rosière de l'histoire n'est autre que la sœur de l'évêque lui-même, comme vous pouvez le voir sur cette représentation qui date du XIXe siècle. Les récits sur l'origine de cette cérémonie, qui vont se multiplier, ces récits au XVIIIe et au XIXe siècle, ne varie guère. Je vous en ai pris ici un exemple qui est tiré d'un dictionnaire des communes de France, paru en 1844, et qui reprend les principaux points de ce récit. La fondation des 25 livres, accordée chaque année à la fille la plus vertueuse du village. On demande à l'ensemble des habitants du village de distinguer 3 jeunes filles parmi la population et de les présenter au seigneur, qui, lui, fait le choix définitif de la rosière. S'ensuit une cérémonie, une remise de cadeaux au sein de l'Église. Le texte évoque aussi dans ce récit le rôle de Louis XIII, qui aurait fait envoyer en 1640 une récompense à la rosière de Salancy par le capitaine de ses gardes. Et donc dès les origines, comme le montre ce type de récit, la cérémonie de la rosière, elle apparaît comme un rite qui permet d'unir et de créer un lien entre les différents membres d'une communauté, les différents membres du village, tout en respectant, on le voit bien, les hiérarchies sociales à l'œuvre, puisque les simples habitants vont choisir 3 jeunes filles de la paroisse, mais c'est bien au seigneur qu'il revient de trancher et d'avoir le dernier mot sur l'élection de la rosière. Et puis on voit aussi dans ce texte que les vassaux du seigneur vont faire des offrandes à la rosière à ce moment-là. Et on voit aussi bien que la cérémonie traduit l'importance du pouvoir religieux dans la structuration des sociabilités villageoises, puisque c'est un évêque qui aurait initié la tradition. Et on voit aussi à travers ce récit que le prêtre du village a un rôle assez important dans la cérémonie. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de constater que la cérémonie, elle est susceptible de cristalliser des tensions qui peuvent émerger entre pouvoir religieux précisément et pouvoir politique à la fin du XVIIIe siècle, comme en témoigne ce plaidoyer en faveur de la rosière que je vous ai reproduit sur le PowerPoint, qui a été donc rédigé au nom des habitants de Salancy. En 1774, le seigneur de Salancy, donc qui s'appelle Charles-François Laurent d'Henré, qui est un ancien mousquetaire de la garde du roi et un capitaine de dragons, va prendre l'initiative de simplifier la cérémonie de la rosière. Il va choisir d'écarter les villageois du choix de la jeune fille et de se réserver ce privilège, mais aussi choisir de dépouiller la cérémonie de son faste habituel et de son ostentation religieuse. Il refuse ainsi que la rosière prenne place à l'église sur un prie-dieu. Il veut supprimer la musique qui accompagne le cortège. Il souhaite aussi réduire le budget de la fête. Il s'agit en fait pour lui de rétablir la tradition initiale qui avait pris beaucoup d'ampleur à la suite d'une visite faite par Madame de Genlis, mais j'y reviendrai un petit peu après. Cette tentative de simplification de la cérémonie de la part du Seigneur rencontre de fortes oppositions, face auxquelles le Seigneur va recourir à la force en faisant appel à la maréchaussée.
Il s'ensuit un conflit avec les habitants et le prieur du village qui vont l'accuser de ternir l'éclat de cette fête, donc je reprends les termes de ce plaidoyer, hein, aussi ancienne que la monarchie française. Donc il y a vraiment une attaque de la tradition très forte, et donc les adversaires du seigneur vont faire appel à la justice, et le bailli royal de Chauny va rendre au mois de mai une sentence en leur faveur. Dans sa requête, Denré choisit donc de porter l'affaire devant le Parlement quelques mois plus tard, puisqu'il est déçu de cette décision du bailli. Et donc dans sa requête, il va accuser le prêtre, donc, qui s'appelle Sauvel, d'avoir voulu transformer une fête qui était à l'origine simple en des festivités frivoles. On voit bien dans ce texte qu'il insiste sur l'augmentation du nombre de personnes qui constituent le cortège de la Rosière, 12 garçons, 12 filles. Il précise aussi que les jeunes filles sont lestement vêtues. Et il critique aussi tout l'usage des armes à feu qui est fait dans le cadre de la fanfare, qu'il juge dangereux. Et il accuse le prêtre de s'arroger le privilège de désigner lui-même la Rosière, ce qui était jusque-là un privilège seigneurial. Donc ce texte témoigne assez bien des tensions entre le pouvoir seigneurial et l'autorité religieuse à la fin de l'Ancien Régime. Malheureusement pour M. Denré, il ne convainc pas le Parlement, devant laquelle la cause est plaidée durant 4 séances. Le seigneur de Salancy est condamné à tous les dépens et aux frais d'affichage de l'arrêt qui donne raison aux prêtres et aux habitants, et donc il perd son appel. Si cette cérémonie locale va prendre de l'ampleur et devenir une véritable mode à la fin du XVIIIe siècle, c'est par l'action, je la mentionnais tout à l'heure, de Félicité de Genlis, donc une femme de lettres qui a été notamment connue pour avoir été la préceptrice du futur Louis-Philippe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en 1766, elle apprend l'existence de la cérémonie, puis elle rencontre monsieur Lepelletier de Morfontaine, donc qui est l'intendant de Soissons, et elle décide de venir honorer de sa présence le couronnement de la Rosière et d'offrir à la gagnante un habit et une vache, tandis que monsieur de Morfontaine, lui, fait à la jeune fille une dotation à perpétuité. On a les cadeaux qu'on peut. Celui-ci, monsieur de Morfontaine, organise également, à l'occasion de la venue de madame de Genlis, un bal en grande pompe. Et madame de Genlis est donc venue avec le comte de Genlis, qui va, lui, écrire un récit de cet événement. Son texte est envoyé à Paris. Il est publié dans la revue littéraire du Mercure de France, qui est alors lu par toute la bonne société parisienne, et donc ça contribue à donner de l'importance à cette cérémonie. Madame de Genlis, elle, a beaucoup aimé son expérience et elle va décider de vraiment investir cette cérémonie, puisque dès le 27 juillet, elle va revenir au village pour célébrer le mariage de la jeune Rosière, puis elle va revenir l'année suivante assister à la cérémonie encore de la Rosière, et cette cérémonie va être très médiatisée du fait de sa venue. Dans son théâtre à l'usage des jeunes personnes, qu'elle écrit entre 1779 et 1780, elle va même consacrer une comédie en 2 actes à la Rosière de Salancy, qui met en scène un monde paysan très attaché à la vertu et aux traditions. Cette promotion de la cérémonie de la Rosière par Madame de Genlis s'inscrit pleinement dans la mode picturale des fêtes galantes, un genre qui s'est développé au début du XVIIIe siècle et dont Watteau et Fragonard, dont je vous ai mis deux tableaux ici, sont les plus illustres représentants. Donc des tableaux qui mettent en scène des festivités dans des décors champêtres souvent idéalisés. Et la fête de Salancy, qui était ignorée pour la plupart des Parisiens, a fortiori quelques années auparavant, va devenir un thème à la mode qui va volontiers servir de sujet à des représentations artistiques ou littéraires. L'intendant de Soissons, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, va demander un tableau de la cérémonie à un disciple de Boucher, donc pour faire connaître cette tradition. L'Académie de peinture de Marseille, l'Académie des lettres de Marseille va proposer le couronnement de la Rosière comme un sujet de concours de la section de poésie l'année suivante. En 1768, vous avez un roman qui s'intitule La Rose ou la fête de Salancy, qui est publié par Bilardon de Sauvigny. Donc je vous ai reproduit à gauche la couverture. Et viennent ensuite des opéras comiques. Vous avez une comédie en 3 actes créée à Fontainebleau et jouée à l'Opéra Comique en 1769, puis une autre comédie pastorale en 4 actes cette fois-ci, elle aussi créée à Fontainebleau. Et on voit au fur et à mesure de ces reprises que la thématique s'éloigne un petit peu des visées édificatrices
et moralisante que voyait dans la cérémonie Madame de Genlis, puisque dans un des opéras, celui qui est monté par Favart, on a une discussion entre le bailli et le régisseur qui suggère que certaines années, lorsque le hasard amène au village trop de militaires ou trop de jeunes abbés, il devient difficile de trouver une jeune fille vertueuse à couronner, mais que dans cette situation, ils ont recours à ce qu'ils appellent la réserve, c'est-à-dire des filles qui, je cite, n'ont pas le malheur d'être jolies et qui, par conséquent, sont sages par nécessité. Voilà. Et le deuxième opéra brode aussi un petit peu sur ces thématiques, puisqu'il fait de la cérémonie une célébration de l'amour, et il va suggérer, lui aussi, que les jeunes villageoises ne sont guère vertueuses, et que, de même, peu risquent d'être couronnées comme Rosière. Le procès de 1774, dont je vous parlais tout à l'heure, a lui aussi contribué, par son retentissement national, à rendre célèbre la Rosière de Salancy, puisque la plaidoirie qu'a fait donc un avocat qui s'appelait Maître Target, donc en faveur des villageois et du prêtre, va servir de modèle dans des guides rhétoriques destinés aux avocats. Et on a un auteur du nom de Blain de Saint-Maur qui va même publier sous forme de poète une requête fictive des filles de Salancy à la reine. Donc toute cette affaire renforce encore la thématique de la Rosière dans les arts. Je vous ai mis à droite une reproduction d'un groupe sculpté intitulé Le couronnement de la Rosière par Boiseau, donc en 1776, 2 ans après le procès. Donc tout cela va contribuer à la création en fait, de cérémonies dans différentes localités qui vont s'inspirer du modèle de la Rosière de Salancy. Je vous en ai mis quelques exemples. La Rosière de Romainville, instituée en 1774, qui doit être, selon le testament, la fille la plus modeste, respectueuse envers ses parents et la plus attachée à ses devoirs. Une rosière va être aussi instituée à Canon en 1775, à l'occasion de la grossesse de la comtesse d'Artois. Et puis d'autres localités normandes vont suivre l'exemple, à Bricbec, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, par exemple, en 1776. En 1778, une rosière est également couronnée à Falaise, dans les Yvelines. Puis on trouve des rosières à Réchicourt-le-Château, en Moselle, à Château-Gontier, à Angers, à Suresnes, ou encore dans des paroisses parisiennes, comme celle de Saint-Séverin ou de Saint-Eustache. Donc une floraison, si vous me permettez l'expression, de rosières à cette fin du XVIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès cette époque, l'intérêt des fêtes de rosières va être débattu. Madame de Genlis, on l'a vu tout à l'heure, elle est enthousiasmée par la cérémonie, elle y voit, tout comme son entourage parisien aristocratique, une tradition touchante, aux vertus éducatives et moralisatrices. En somme, un élément de contrôle social qui incite, par la promesse d'une récompense aux jeunes filles, qui incite ces jeunes filles donc à se montrer pieuses et vertueuses. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tradition fait, dès cette époque, dès la fin du XVIIIe siècle, l'objet de débats dans la société française. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le récit qu'elle fait de sa rencontre avec cette tradition dans ses mémoires, Madame de Genlis va ajouter une note de bas de page qui est assez intéressante. Elle explique en fait qu'elle a connu l'existence de la cérémonie par le bailli de Salancy, qui se plaignait auprès d'elle d'avoir, je cite, à assister à une bêtise qu'ils font tous les ans et de devoir, en qualité de juge, entendre pendant 48 heures tous les verbiages et tous les commérages imaginables. Il jure qu'il s'agit là d'une vieille coutume établie dans des temps barbares, et il s'étonne que, dans un siècle aussi éclairé que le nôtre, on n'ait pas aboli une puérilité pareille. Si le bailli, qui est sans doute pétri des idées des Lumières, estime cette tradition rétrograde et inutile, on voit que c'est au nom d'une critique des rumeurs et des commérages dont la cérémonie va être l'occasion. On imagine assez aisément que la rivalité que la tradition crée entre les jeunes filles pressenties pour être couronnées peut les pousser à répandre des calomnies sur un fond de vérité plus ou moins grand sur le comportement sexuel de leurs rivales, et insinuer, par exemple, que celles-ci ne sont plus vierges et donc pas dignes de la récompense. On peut alors mettre en lien cette critique avec la dénonciation que faisait quelques années auparavant le naturaliste Buffon de cérémonies et de coutumes fondées sur la virginité des femmes. Buffon, dans son texte, dénonce une espèce de folie des hommes qui a fait de la virginité des femmes, qu'il considère comme une vertu ne consistant que dans la pureté du cœur, donc qui a fait de cette vertu en fait un être réel et un objet physique.
Le récit que fait en 1773 le curé de Noyon de la cérémonie de cette année-là, donc qui est marqué par le retour des reliques de Saint-Médard à Salancy, suggère lui aussi que deux visions de la tradition s'opposent. Lui, le curé, il va insister sur la piété des habitants, sur leur respect, sur la joie des habitants de recevoir ces reliques dans leur village. Mais on voit à travers son regard sur le public qu'un autre regard existe, puisqu'il dénonce un malheureux siècle d'incrédulité et de libertinage. Et il dénonce aussi l'œil méchant de l'impiété des spectateurs qui, mêlés à la foule, jugent ce cérémonial ridicule. La cérémonie apparaît donc, comme vous pouvez le voir, comme le théâtre d'une opposition entre des valeurs religieuses de piété vertueuse et des idées des Lumières plus progressistes. On a donc, à la fin du XVIIIe siècle, une tradition locale qui est au cœur de lutte pour le pouvoir entre autorité seigneuriale et autorité religieuse. Et la cérémonie va devenir un thème à la mode, comme je vous l'ai montré, dans les arts et dans les lettres. L'aristocratie y voit un exemple, un encouragement à la vertu, à une époque qui est marquée en France par une augmentation des naissances illégitimes dans le pays. Et donc ça peut être un élément qui permet de comprendre pourquoi on donne de l'importance à cette cérémonie qui célèbre la vertu. Et les fêtes de Rosières, qui vont donc du coup se multiplier dans ce dernier quart de siècle, s'inscrivent dans une forme de rousseauisme, de pastoralisme, qui exalte la pureté des campagnes et de leurs mœurs par rapport aux villes qui commencent à se développer à cette période-là et qu'on accuse un petit peu d'être responsable de tous les maux et de la dégradation des mœurs. On pourrait toutefois imaginer que la Révolution française, avant cette fin de XVIIIe siècle, vienne mettre un terme à cette tradition dont on a vu que les partisans des Lumières la critiquaient comme une forme d'archaïsme. À première vue, en effet, il semble difficile que les révolutionnaires s'accommodent d'une fête orchestrée par des représentants de la noblesse et de l'Église. Et de fait, ce qu'on constate, c'est que la Révolution marque une rupture dans certaines cérémonies. Si on prend l'exemple de la ville de Suresnes, une dernière élection a lieu en août 1790, et puis la Rosière est supprimée à la période révolutionnaire. Mais en fait, on constate que cette interruption va être d'assez courte durée, puisque la Rosière de Suresnes, supprimée en 1790, refleurit dès 1802, date à laquelle le maire réclame au ministre de l'Intérieur le rétablissement de la fête, avec succès. La parenthèse révolutionnaire s'est donc assez vite refermée, et s'ouvre alors un XIXe siècle qui apparaît à bien des égards comme l'âge d'or des Rosières. C'est un siècle qui fait du couple conjugal et de la famille la pierre angulaire de l'édifice social. Et donc, à cette période, l'élection de la Rosière devient une forme de préparation au mariage. Si on insiste sur le critère de virginité des Rosières, ce n'est pas dans le but de susciter chez elles des vocations religieuses, mais bien de les marier. Il est en effet souvent attendu des jeunes filles élues qu'elles se marient dans l'année, voire dans les mois qui suivent leur désignation. Et la récompense monétaire qu'elles reçoivent tient à leur lieu de dot pour aider en fait une jeune fille vertueuse mais pauvre à s'établir et à se marier. Cette fonction de préparation au mariage, elle est très bien visible sous le Premier Empire, durant laquelle la tradition de la Rosière, après la parenthèse révolutionnaire, va être revivifiée par Napoléon lui-même. À partir de 1807, on a des unions matrimoniales qui sont organisées dans toute la France à l'initiative de l'empereur, à l'occasion de grandes célébrations de l'Empire, par exemple les anniversaires du Sacre, les anniversaires d'Austerlitz, son mariage également avec Marie-Louise en 1810, ou encore la naissance de son fils. Et donc, à l'occasion de toutes ces commémorations d'événements qui ont marqué l'Empire, on va organiser des mariages qui unissent des jeunes rosières pauvres et vertueuses, donc qui reçoivent pour l'occasion une dot de 600 francs, soit plus d'une année de revenus pour un ouvrier, donc c'est une somme qui est quand même considérable. Et donc, ces rosières d'une part, et on va les unir avec d'anciens soldats méritants de l'armée napoléonienne, dont il s'agit en fait de favoriser par ces mariages la réinsertion dans la société civile. C'est du coup le conseil municipal qui doit sélectionner les couples. Des placards sont affichés dans les villes comme des sortes d'appels à candidature pour les mariages. Et les jeunes filles sont nombreuses à se présenter, munies de certificats de pauvreté, de certificats de bonne conduite et de bonne moralité, qui sont établis soit par la police locale, par un instituteur, par un homme d'église ou bien par le président d'un bureau de bienfaisance. À Namur, par exemple, un cas qui a été étudié par l'historien Cédric Istas, on va se fonder sur la réputation de bonne moralité des filles, qui sont donc invitées à produire des certificats de moralité.
Et on constate qu'être pauvre ou orpheline est aussi un plus, ce qui n'est pas sans vous rappeler certains critères à l'œuvre en 68, mais je n'anticipe pas trop pour l'instant. Entre 1807 et 1813, ce sont donc 19 rosières qui vont être dotées sur ces critères. 17 d'entre elles sont orphelines d'au moins un parent, et elles appartiennent toutes au petit peuple. Vous avez une servante, une autre qui est couturière, et pour celles qui ne travaillent pas, on constate que la profession de leur père les rattache à ces classes populaires modestes. On a des pères qui sont bateliers, cordonniers, cultivateurs, cabaretiers ou encore journaliers agricoles. Et donc, une fois les couples sélectionnés, les mariages sont annoncés à toute la population et les cérémonies ont lieu en présence des principaux représentants de l'État dans les communautés locales, qui servent même parfois de témoins et qui apposent leur signature sur les actes de mariage. La désignation de ces rosières et l'organisation de ces unions s'inscrivent donc assez clairement dans un objectif de propagande impériale, à la fois vis-à-vis des anciens soldats, dont Napoléon cherche à maintenir l'adhésion au pouvoir impérial, mais aussi vis-à-vis du peuple français tout entier. Les discours officiels qui sont prononcés par les représentants de l'État lors des mariages témoignent bien de cet objectif de propagande. Ils sont très déférents envers l'empereur, qui est souvent dans les discours assimilé au père des soldats. Et puis ces cérémonies permettent aussi de promouvoir le mariage et la famille, qui sont vraiment perçus comme les fondements de la société, et donc de mettre en valeur des jeunes filles qui sont conformes aux standards de moralité de l'époque. Ce qu'on constate là-dessus, c'est que les fondations de rosières qui sont créées après la Révolution, elles s'inscrivent vraiment dans une ambition de restauration morale, si on veut. La vertu récompensée, elle va prendre un sens plus strictement religieux que par le passé, puisque la jeune fille doit accomplir les nombreux devoirs religieux qui vont être imposés par le clergé pour se montrer digne du couronnement. Toutefois, ce qu'on constate, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de piété, mais aussi de vertu au sens sexuel. Le XIXe siècle est en effet marqué par un fort renforcement de la valorisation sociale de la virginité féminine. Bien sûr, la virginité n'est pas une notion nouvelle au XIXe siècle. Depuis les débuts de l'Église chrétienne, c'est une vertu qui est valorisée en tant que vertu morale, chez les hommes comme chez les femmes. Au fil des siècles, toutefois, ce qu'on constate, c'est qu'on va surtout se focaliser sur la virginité féminine. Je vous ai mis sur le PowerPoint un exemple une citation d'un théologien du XIXe siècle qui ne parle par exemple que des vierges chrétiennes dans son éloge de la chasteté, donc il féminise directement cette vertu. Et puis, ce qu'on peut constater, en fait, c'est que cette dissymétrie homme-femme dans la valorisation de la virginité, elle s'explique par plusieurs raisons. Le XIXe siècle, c'est un siècle qui est marqué par une certaine forme de déchristianisation, avec un important recul tout au long du siècle des pratiques religieuses chez les hommes. Et du coup, l'Église va tenter, pour conserver son influence sur la société civile et pour raffermir un petit peu ses positions, de se focaliser surtout sur les femmes et de faire son effort, un effort surtout en direction des femmes. C'est ainsi qu'on va assister au XIXe siècle à un renouveau, par exemple, du culte de la Vierge Marie, qui va être nourri par la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854, mais qui est aussi nourri par de nombreuses apparitions de la Vierge qui jalonnent le siècle. Je vous ai mis un exemple sur le PowerPoint d'une gravure qui représente l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes en 1858. Donc tout un ensemble d'événements qui contribuent à valoriser cette figure virginale de Marie. Et puis, en dehors de ces raisons proprement religieuses, un autre facteur plus pragmatique explique l'importance sociale plus grande de la virginité féminine que de la virginité masculine. C'est une époque où il n'existe pas vraiment de méthode de contraception fiable, vous vous en doutez, et donc avoir des rapports sexuels avant le mariage fait courir aux femmes le risque d'une grossesse illégitime, et donc le risque de devenir fille-mère, qui est vraiment un statut social marqué par l'opprobre et la honte. Et donc la virginité féminine, elle apparaît importante pour l'honneur des filles, leur capacité à pouvoir faire un bon mariage, et elle est aussi importante pour le mari, dans la mesure où elle est pour lui un gage, une garantie que ses enfants seront bien les siens et non pas les fruits d'une précédente union sexuelle qu'aurait pu avoir sa future femme. Il faut ajouter à cela, pour le XIXe siècle, une profonde transformation du discours médical sur la virginité, que j'ai essayé de mettre en évidence dans mes recherches et qui contribue grandement à ce renforcement de la norme virginale pour les jeunes filles.
À l'époque moderne, vous l'avez vu tout à l'heure avec la citation de Buffon, la plupart des grands naturalistes ou anatomistes s'accordaient pour dire que l'idée d'une virginité physique était fausse, un rêve, un effet de l'imagination, etc. Mais à l'aube du XIXe siècle, ce qu'on constate, c'est que les médecins vont affirmer l'existence de l'hymen, c'est-à-dire une membrane qui fermerait partiellement l'entrée du vagin chez toutes les femmes vierges. La quasi-totalité des ouvrages médicaux ou de vulgarisation médicale du XIXe siècle font de l'hymen un organe à part entière. Je vous ai mis un exemple d'un dessin anatomique de 1902 à gauche, où ce simple repli de la membrane vaginale va être distingué comme un organe à part. Il a son propre petit numéro sur le dessin anatomique. Et ce qu'on va constater, c'est qu'un lien va être fait par la médecine entre le vécu sexuel d'une femme et son anatomie génitale. C'est ce que montre bien l'illustration de droite qui oppose l'hymen intact de la femme vierge avec celui déchiré de la femme déflorée. Donc on a cette idée que la virginité féminine va être une caractéristique physique vérifiable, attestable par la médecine, et ça va donc renforcer l'impératif de chasteté qui pèse sur les jeunes filles avant le mariage, puisqu'il y a cette idée qu'on pourra savoir si elles ont péché avant le mariage ou non. J'anticipe un petit peu, non. Et donc ces évolutions du discours médical, elles ont des répercussions très concrètes sur les cérémonies de rosières, puisque au XIXe siècle, on voit se multiplier les cérémonies dans lesquelles la présentation d'un certificat de virginité est nécessaire pour pouvoir concourir. Je vous ai mis l'exemple là d'un testament fondateur d'une petite commune près de Tours au cours du XIXe siècle, qui insiste sur cette nécessité de présenter en amont de l'élection un certificat de virginité délivré par un médecin assermenté. Et donc on voit bien que la virginité physique fait désormais partie des critères et une condition sine qua non de participation au concours. Là encore, on voit bien que c'est une virginité qui est expressément pensée en vue du mariage, puisque le testament nous explique que c'est seulement une fois un acte de mariage signé que la rosière se verra remettre la récompense monétaire attachée au titre, en l'occurrence 1500 francs en louis d'or. Comme au siècle précédent, l'élection des rosières reste pour cette période le privilège des notabilités locales. Les juges sont en général choisis parmi les figures traditionnelles de l'autorité au village. Par exemple, le testament fondateur de la rosière de Labrède en 1823 prévoit que la rosière sera désignée par un jury composé de 10 femmes, 6 hommes, plus le maire, le juge de paix et le prêtre. À Nanterre, le pouvoir municipal et le pouvoir ecclésiastique s'associent aussi pour couronner la rosière. Dans cette commune, le cas est un peu spécial puisque c'est une dotation qui est faite par la ville et non pas par un testament privé. Mais pour contrebalancer cet aspect municipal, si vous voulez, le couronnement a lieu lors des fêtes de la Pentecôte. On a donc un mélange des intérêts laïques et religieux. La rosière, elle est choisie selon des critères de vertu religieuse à Nanterre. Le conseil municipal de 1832 décrète que la jeune fille doit être née à Nanterre et doit être reconnue, je cite, pour être l'une des plus vertueuses, des plus laborieuses et des plus respectueuses envers ses parents. La désignation de la rosière est suivie d'un cortège où elle parcourt la ville au bras du maire, suivi des bannières, des confréries, de la Vierge et de Sainte-Geneviève. Donc on a toujours ce mélange entre les symboles municipaux et les symboles religieux. Bien sûr, des querelles peuvent surgir épisodiquement entre ces différents acteurs qui prennent part à la désignation, mais avant la stabilisation de la Troisième République dans les années 1880, on observe plutôt un consensus entre ces figures de l'autorité, religieuse et municipale, qui s'accordent plutôt sur ce que ces cérémonies doivent représenter, à savoir une incitation à la vertu féminine, un garde-fou contre les dangers du monde moderne pour les jeunes filles. L'urbanisation qui se poursuit au fil du XIXe siècle et donc le départ de nombreuses jeunes filles pour les villes qui partent s'embaucher comme domestiques ou comme ouvrières dans les usines fait courir la peur d'une débauche féminine qui serait favorisée par l'anonymat que procure l'espace urbain par opposition aux villages ruraux où la population est peu nombreuse et donc où l'interconnaissance agit finalement comme un puissant outil de contrôle social sur les comportements des jeunes filles. Le cas de Nanterre est à cet égard assez intéressant puisque la commune au XIXe siècle est encore assez rurale. Elle compte par exemple en 1800 2000 habitants.
5000 en 1880. Et ce qu'on constate, c'est que la Rosière de Nanterre en vient assez rapidement à symboliser la résistance de cette petite ville de la banlieue parisienne à la gourmandise d'une capitale tentaculaire. Je vous ai mis une caricature de Daumier, parue dans le Charivari en 1858, qui signale bien cette idée que la ville essaye de capter Nanterre. Je ne sais pas si vous arrivez à lire la légende. Nanterre cherchant à soustraire sa rosière et sa galette à l'englobement de la ville de Paris. Donc il y a vraiment cette idée d'une résistance de la petite commune face à la capitale. On voit aussi se rejouer dans ce cas le stéréotype de la vertu rurale par opposition au vice de la ville. Comme en témoigne bien le poème donc à droite, là, paru lui dans le journal Le Gaulois en 1869, qui présente la Rosière comme une fille modeste et ingénue, câline, modeste, ingénue, qui est à l'abri des incitations des incitations à la débauche de la capitale parisienne. L'auteur ici fait référence à Paul de Kock, qui est donc un auteur de nombreux romans, romans légers et vaudevilles, qu'il faut absolument, pour préserver la vertu des jeunes filles, cacher à leurs yeux. Ce qui est intéressant, c'est que la fête de Nanterre, la fête de la Rosière de Nanterre, va devenir alors progressivement une sorte de divertissement. On va y trouver des mâts de cocagne, des marchands ambulants en grand nombre, et quantité de Parisiens vont s'y rendre pour se divertir dans un milieu un peu plus champêtre que celui dont ils ont l'habitude, le temps d'une journée. La Rosière va alors vraiment être au cœur d'une industrie de loisirs. Se rendre à la cérémonie, ça constitue un séjour dépaysant pour des Parisiens qui cherchent une excursion champêtre, un peu comme pouvait l'être à l'époque de Madame de Genlis, une excursion à la fête de Salancy. À partir des années 1860, les jeunes rosières de la banlieue parisienne sont emmenées dès le lendemain de leur couronnement en studio pour faire des portraits photographiques qui sont ensuite vendus sous forme de cartes postales. Donc on voit bien que la cérémonie devient un enjeu touristique pour la ville. Je n'ai pas trouvé de carte postale datant de cette période, donc je me suis permis de vous en mettre une de 1907, mais où vous voyez bien cette patrimonialisation de la Rosière, avec toute une industrie touristique qui se développe en marge de la cérémonie. Donc, vous voyez bien qu'à l'orée de la Troisième République, on assiste déjà à une forme de patrimonialisation de ces fêtes, ce qui suggère déjà, puisqu'il y a patrimonialisation, que celles-ci apparaissent peu à peu comme des vestiges d'un temps ancien. La Troisième République se construit en effet sur l'anticléricalisme et la défense de la laïcité, et on voit aussi progressivement se transformer, durant cette période, les normes d'éducation des jeunes filles, avec de plus en plus de critiques du modèle bourgeois d'éducation des jeunes filles, que l'on moque souvent en le désignant de modèle de loi blanche. Donc ces jeunes filles naïves qui sont élevées dans l'ignorance la plus totale des réalités du mariage. Il y a tout un ensemble de romans qui moquent cette ignorance sexuelle des jeunes filles et qui les tournent en ridicule. Donc du coup, voyons à présent comment se reconfigurent les cérémonies de Rosière, mais aussi les représentations littéraires ou dans la presse qui peuvent exister sur ces cérémonies. Histoire intéressante, en 1882, la cérémonie de la Rosière, une cérémonie de Rosière, est au cœur d'un procès qui va opposer la Rosière de Dourdan, donc en région parisienne, aux édiles de la commune. Dans cette ville, il est de coutume que la Rosière ne touche son pécule qu'une fois mariée, comme c'est parfois le cas dans d'autres villes. Or, la jeune femme, quelques semaines après son mariage, se présente devant le conseil municipal, venant chercher son argent, avec un ventre un peu trop arrondi pour une jeune femme qui n'est mariée que depuis quelques semaines, ce qui trahit donc le fait qu'on est face à une conception prénuptiale, que la jeune fille s'est livrée avant le mariage. Du coup, scandale, l'argent lui est refusé, et malgré le procès qu'elle intente à la commune, elle n'obtient pas gain de cause. La presse, bien sûr, se complaît dans les récits de cette anecdote croustillante et va rivaliser de plaisanteries sur le sujet. Le Petit Parisien, l'un des plus grands quotidiens de l'époque, relate l'affaire et il explique qu'à Dourdan, il existe un second prix et 2 accessites au prix de la Rosière. Et il suggère que l'un sera accordé à une demi-rosière, tandis que les accessites le seront à des jeunes filles dont le rosariat, je cite, sera aux 3/4 entamé. Donc vous voyez tout un ensemble de plaisanteries grivoises. Et la revue de fin d'année du Théâtre des Variétés à Paris donc, va donner un tableau qui s'intitule La Rosière de Dourdan, faisant réclamer sa rose par son enfant, donc avec une exagération de la situation de la jeune femme.
Sous la Troisième République, donc qui est marquée par une plus grande liberté de la presse, la rosière devient ainsi un motif à part entière de plaisanterie, très souvent grivoise. Journalistes, dessinateurs, hommes de lettres vont s'en donner à cœur joie et se complaire dans un imaginaire transgressif d'érotisation des rosières. Par exemple, ils vont s'amuser du motif de la rosière peu méritante et faussement vertueuse. En 1878, paraît un roman comique d'un certain A. Humbert, qui s'intitule La fête de Breluche, et qui met la tradition des rosières au centre de son intrigue. Il fait le portrait de la rosière pressentie, qu'il appelle donc Émérantine Bouillereau. Il affirme qu'elle a été désignée unanimement par le Conseil après mûr examen, que tous les témoignages recueillis la présentent comme une jeune fille sage, bien élevée, soumise à ses parents, très pratiquante et sourde aux incitations de la galanterie et de la coquetterie, à tel point que les garçons du village, nous dit-il, connaissant sa vertu farouche, n'osent lui adresser la moindre provocation. Mais, scandale à nouveau, la veille du couronnement, ses parents, entendant du bruit dans sa chambre et pensant être cambriolés, se rendent dans la chambre de leur fille, qu'ils trouvent sans dessus-dessous. Émérantine est décoiffée, sa chemise défaite, et un amant s'enfuit par la fenêtre. L'affaire remonte aux oreilles du curé et du maire, qui sont catastrophés parce qu'ils avaient préparé leur beau discours. Et donc, ils décident de repousser l'élection de la rosière en prétextant qu'il y a en fait dans leur village vraiment un trop grand nombre de jeunes filles vertueuses et que le Conseil n'a donc pas réussi à encore prendre une décision parmi toutes ces représentantes de la plus stricte vertu. Donc, ce roman traduit ici sur un mode comique une anxiété qui traverse en fait la société française de la fin du XIXe siècle et qui est très palpable dans les mises en garde des médecins sur les apparences trompeuses de virginité. C'est tout le paradoxe du discours médical de cette période, qui, tout en clamant haut et fort que la présence de l'hymen est une constante chez les femmes vierges, vont aussi alerter sur les cas où ce signe n'est pas très fiable, serait plus incertain. Et on a de nombreux traités médicaux qui mettent en garde contre le fait que l'hymen peut parfois persister alors même que la femme se serait livrée à des rapports sexuels, ou encore qui signalent des subterfuges qui peuvent être utilisés par les femmes pour simuler leur virginité. Je vous en ai mis 2 exemples ici sur la slide. Le premier texte indique une recette d'injection vaginale astringente, donc qui permettrait de resserrer le vagin pour donner l'illusion de la virginité. Et puis le deuxième est une publicité que j'aime beaucoup pour une solution virginale avant mariage, qui consiste en fait en une petite capsule de sang à introduire dans le vagin pour simuler un saignement lors de la nuit de noces. En 1907 donc. Tous ces récits sur les rosières et leurs petites vertus s'inscrivent aussi dans un ensemble de textes qui traduisent, tous ces textes médicaux aussi, qui traduisent le malaise en fait face aux transformations du modèle d'éducation sentimentale d'une partie des jeunes filles. La fin du XIXe siècle, elle est marquée par une sorte de desserrement des normes sociales. C'est la naissance du flirt, qui se traduit pour certaines, pas pour toutes les jeunes filles bien sûr, mais pour certaines, par la fréquentation de jeunes hommes avant le mariage de manière un peu plus libre et plus permissive que par le passé, avec certains rapprochements physiques notamment. Le roman de Marcel Prévost intitulé Les demi-vierges, qui paraît en 1894, est sans doute la publication qui symbolise le mieux cette anxiété contemporaine face à des jeunes filles qui, si elles n'ont pas connu de rapports sexuels pénétratifs, sont, comme nous le dit Marcel Prévost, fripées sous leur masque de virginité. Je vous ai reproduit sur le PowerPoint une citation d'un autre roman intitulé Sa fleur, donc là encore avec cette idée d'association entre la fleur et la virginité, donc de Félicien Champsaur, qui est dans la même veine et qui traduit elle aussi cette déploration face à des jeunes filles qui, si elles sont encore vierges physiquement, au sens physique du terme, n'ont plus de vertu. Avec cette idée que la jeune fille est pareille, assez pêche ou assez prune, que les mains, en les palpant, ont défloré et qui luisent superbe encore, mais sans rien du duvet qui, naguère, veloutait de douceur leurs nuances vives. Quand des termes galants, ces choses-là sont dites. Tous ces récits, ils renvoient à cette difficulté croissante d'établir avec certitude la chasteté d'une jeune fille, a fortiori en milieu urbain, où l'anonymat, comme je vous le disais tout à l'heure, est plus grand que dans un petit village, et où l'interconnaissance et où le poids de la rumeur ne peuvent pas maintenir un contrôle aussi fort que dans des espaces ruraux sur le comportement des jeunes filles.
ça fait un sujet de plaisanterie grivoise très apprécié. Et par exemple, Albert Robida, dans sa grande mascarade parisienne, dans les années 1880, va mettre en scène l'élection d'une rosière approximative, qui témoigne bien de ce lien qui est fait entre la ville et le vice, puisqu'il s'agit d'une rosière parisienne, et qui s'inscrit dans la droite ligne de cette déploration mi-amusée, mi-consternée de la disparition de la vertu véritable. Idem pour le dessin que je vous ai mis au milieu, paru en 1909 dans le journal Amusant, qui s'inscrit dans cette même veine de déploration des mœurs des jeunes filles de son temps, puisque le maire y déclare à un de ses concitoyens que pour choisir une rosière, il fait des avances à toutes les filles du village et qu'il couronne celle qui, par hasard, s'il y en a une, résiste à ses propositions. Autre dessin de presse, celui de droite, qui est paru dans le même journal en 1907, qui va jusqu'à suggérer que les seules femmes vertueuses sont celles qui le sont par défaut, en dépeignant une rosière vieille et laide, élue, faute d'avoir pu trouver d'autres femmes vertueuses dans la localité. Plus globalement, les représentations iconographiques et littéraires des rosières les dépeignent souvent en hypocrites et suggèrent que nombre de jeunes filles sont mues davantage par l'appât du gain, donc attachées au titre de rosière, que par la vertu qu'ils symbolisent, et ne conservent finalement leur apparence de vertu que jusqu'à l'heure de leur élection. La thématique de la rosière dévergondée fait couler beaucoup d'encre, comme le montrent ces deux illustrations de presse. La première qui est sous-titrée « Je suis rosière, monsieur le maire, répétez-le, Gaston ne voulait pas le croire », donc qui montre la rosière au lit avec un amant devant le maire. Et puis la deuxième, qui montre la rosière de Nanterre en train de flirter au bras d'un jeune homme, qui est légendée, elle, « Si Nanterre me voyait ». Et la troisième illustration, qui est, elle, publiée dans l'entre-deux-guerres dans la vie parisienne, donc, elle est intitulée « L'oiseau rare », et elle joue bien de ce contraste entre la rosière couronnée, qui revêt des vêtements traditionnels, etc., et les femmes qui composent le public et qui, elles, sont en robe courte et arborent des coupes à la garçonne typiques des années 20. Et donc toutes ces représentations des rosières du tournant des 19e et 20e siècles disent bien quelque chose des changements des mœurs qui caractérisent cette période. Autre point intéressant sur la Troisième République, on a vu que pendant toute la période, le rosierat est majoritairement pensé au féminin, mais on a quelques prix de vertu masculins qui ont également existé, et ce dès le XVIIIe siècle. À Canon, par exemple, quand est instituée la rosière en 1775, on met aussi en place un prix de vertu masculine, avec une nuance toutefois, puisqu'il n'est pas pensé en symétrie vraiment de la rosière, mais il récompense un bon père de famille. Donc on n'est pas sur le même registre. On a quelques autres exemples. Par exemple, à Saint-Jean-des-Vignes, un curé qui fonde en 1810 par testament un prix d'encouragement pour la régénération des bonnes mœurs, qui est attribué annuellement et à perpétuité au garçon qui est jugé le plus vertueux et le plus sage, alternativement avec la fille jugée la plus digne. Et donc il nomme le rosier et la rose. La commune de Clérac, dans le Lot-et-Garonne, aurait elle aussi couronné un rosier en 1859. Mais cette figure du rosier, donc au masculin, c'est surtout sous la plume des caricaturistes et des romanciers que l'on va la retrouver. Une figure qui est forgée pour moquer par antiphrase les mœurs légères de certains hommes. Par exemple, le dessinateur Cham, qui intitule en 1856 un album comique Les aventures de Monsieur Beaucoq, ex-rosier de la commune de Nanterre, donc vous avez la couverture à gauche. Le personnage qu'il met en scène est bien évidemment en fait un coureur de jupons qui multiplie les conquêtes. Plusieurs chansons comiques vont aussi porter le titre de Rosier de Nanterre au début des années 1860, et la thématique va vraiment s'accentuer sous la Troisième République. En 1874, vous avez un dessin paru dans le Sifflet, par exemple, en une du Sifflet, qui met en scène le rosier de Chatou pour suggérer, là encore, que la commune, faute de trouver une fille vertueuse parmi ses habitantes, a dû se résoudre à élire un jeune homme. Donc une petite variation sur la thématique de la rosière laide avec le rosier masculin. Mais le texte qui a contribué à immortaliser cette figure comique du rosier, que vous connaissez peut-être, c'est une nouvelle de Maupassant, Le rosier de Madame Husson, paru en 1887. Donc une nouvelle qui raconte l'histoire de Madame Husson, donc une femme philanthrope très vertueuse de la ville de Gisors, qui souhaite promouvoir la chasteté dans sa ville en couronnant une rosière. Elle demande à sa bonne de mener une enquête de mœurs sur les jeunes filles recommandées par l'abbé, puis par le maire,
puis par le médecin. Elle a recours à plusieurs intermédiaires, mais malheureusement, aucune des jeunes filles de la ville ne satisfait aux critères de vertu. Et donc, Madame Husson, dans cette nouvelle, décide de se rabattre sur le simplet du village, Isidore, qui est un garçon de 20 ans timide. Vous le voyez là sur une des illustrations d'une des éditions du roman, sur la gravure, intimidé par des jeunes filles qui se moquent de lui dans la rue pour sa timidité. Et donc, c'est finalement lui qui est couronné rosier. Mais comble de malheur, grisé par la coquette somme d'argent qu'il a reçue, le rosier se rend à Paris pour flamber son argent et finit par sombrer dans l'alcool et dans la débauche que lui inspire la capitale. En 1889, la pièce de théâtre Le Royaume des femmes, qui va dépeindre un monde inversé où les femmes sont au pouvoir, met elle aussi en scène un rosier, donc elle pousse l'inversion jusqu'au bout. Et je vous ai reproduit ici des photos de l'acteur Albert Brasseur, donc en costume, avec un air benet de rosier qu'il fait à merveille. Et le Royaume des femmes, donc dans cette pièce, on va pousser l'inversion des genres jusqu'à en fait faire prodiguer à ce rosier des conseils avant la nuit de noces, ce qui est une scène classique de l'intimité bourgeoise au XIXe siècle, qui voit la mère ou la tante d'une jeune fille, d'une jeune oie blanche élevée donc dans l'ignorance totale de la sexualité, lui glisser à l'oreille quelques conseils au seuil de la chambre nuptiale. Donc la figure du rosier, un jeune homme timide et prude qui a peur des femmes, et donc aux antipodes des modèles de virilité conquérante, et alors lourdement moqué par la littérature, par le théâtre, etc., et constitue un véritable anti-modèle, une figure repoussoire. En témoigne bien ce commentaire sur l'élection d'un rosier dans la ville de Dourdan en 1913, qui précise que si l'innocence est une charmante vertu chez une jeune femme, elle prête à sourire chez un jeune homme. Et l'auteur du texte affirme que pour rien au monde il n'accepterait cet honneur par peur du regard narquois de ses concitoyens et surtout de ses concitoyennes. Donc il y a bien cette idée que c'est vraiment un modèle à ne pas suivre. Toutes ces plaisanteries autour de la figure du rosier mettent en évidence le double standard de la morale, puisque si la virginité et la vertu sont bien vues chez les femmes au point d'être primées, elles constituent pour un homme une honte à une époque où l'affirmation de la virilité passe largement par l'expression et par la démonstration d'une sexualité active et conquérante. Certaines caricatures mettent d'ailleurs volontiers en scène ce double standard autour de la figure des rosières, en représentant une rosière timide et gênée face à des juges qui sont dépeints comme libidineux. Donc, je vous ai mis 2 dessins là qui dépeignent des juges qui sont représentés de manière assez peu flatteuse, des juges âgés, gras, rougeaux et grillards, avec des commentaires souvent en légende qui ne laissent guère de doute sur les intentions sexuelles des juges à l'égard des rosières. Donc, ce sont des dessins qui s'amusent de ce double standard plus qu'ils ne le dénoncent véritablement. Mais on observe que sous la Troisième République, de premières critiques féministes de la tradition de la rosière se font entendre. En 1882, la féministe Hubertine Auclair va dénoncer dans le journal La Citoyenne, donc un journal féministe, la tradition comme un honneur que les hommes... Enfin, elle dénonce un honneur que les hommes couronnent en public tout en le souillant dans de mauvais lieux, en faisant référence au fait que les hommes couronnent la vertu puis se rendent dans les bordels où ils pratiquent la sexualité en compagnie de prostituées. Et donc elle pointe du doigt ces jurys de phallocrates et voit dans la célébration des rosières un stigmate d'infamie entre la femme et l'homme. Donc aux yeux des féministes, le couronnement des rosières apparaît comme le symbole par excellence du double standard de la morale qui régit cette époque. On exige des femmes innocence, ou ignorance d'ailleurs, pureté et virginité au mariage, tandis que pour les hommes, les incartades avant le mariage et l'initiation sexuelle en compagnie de prostituées sont tolérées, voire même vivement encouragées comme un signe de virilité. Donc, on voit que les discours portés sur les élections de rosières se transforment sous la Troisième République et révèlent la lente transformation des mœurs et des mentalités. Et on voit aussi que le sens même du couronnement peut, dans certains cas, se modifier. La jeune fille va en fait devenir, au-delà de la récompense de sa vertu personnelle, un symbole, une représentante de sa commune. Et un parallèle va souvent être fait en fait entre les qualités de l'élu et celles de sa ville.
On le voit un petit peu dans le discours prononcé par le maire dans la fête de Breluche. Vous vous souvenez, la fameuse rosière ratée trouvée en compagnie d'un amant dans son lit. Et son discours témoigne assez bien de cette association entre la vertu de la jeune fille et la vertu de la ville, puisque s'il n'y a pas de rosière éligible, ce serait une flétrissure, un déshonneur pour la commune de Breluche. Et cette assimilation de la rosière à sa commune, elle s'inscrit dans la longue tradition républicaine de valorisation d'allégories féminines. Je vous renvoie ici, par exemple, aux travaux de Maurice Agulon sur la figure de Marianne comme allégorie républicaine. Et au XXe siècle, les municipalités vont avoir tendance à faire de leur rosière de véritables allégories vivantes, comme on le voit bien sur cette photographie qui représente la rosière des Épinettes en 1925, où elle est parée de l'écharpe tricolore, du bonnet phrygien et de la cocarde. Donc la rosière devient aussi un symbole républicain. L'enquête qui a été menée sur le cas de Nanterre par Martine Ségalen et Jocelyne Chamara en 1979 montre aussi assez bien combien la municipalité de Nanterre a su faire de cette fête aux origines religieuses une fête pleinement municipale et représentative des valeurs politiques défendues par la mairie. Ça passe d'abord par une laïcisation de la cérémonie. Sous la Troisième République, l'autorité ecclésiastique va être progressivement écartée de l'élection. Et cela passe aussi par le fait de privilégier une jeune fille défavorisée pour l'élection. La rosière va généralement être, par exemple, la sœur aînée d'une famille nombreuse, qui pallie parfois une mère défaillante et qui s'occupe de sa fratrie dans des conditions difficiles. Lorsqu'elle travaille, elle exerce en général une profession non qualifiée, couturière, blanchisseuse ou ouvrière, à partir des années 1920. Et je vous ai mis sur le PowerPoint un exemple d'un article qui porte sur la rosière de 1922 à Nanterre, qui est sténodactylographe, aîné de 7 enfants, donc d'un père ouvrier peintre et d'une mère ménagère. Et donc on voit à travers ces exemples que le sens de la vertu se transforme et se laïcise progressivement. Il s'agit moins là de récompenser la virginité ou la vertu et la piété d'une jeune fille que le mérite d'une jeune fille pauvre, travailleuse et qui essaye de s'en sortir. La cérémonie montre aussi assez bien le souci de concilier harmonieusement les différentes classes sociales qui cohabitent alors dans cette commune en rapide expansion, puisque si on choisit une jeune fille pauvre comme rosière, on va prendre le soin de nommer sa demoiselle d'honneur parmi les familles plus aisées de la ville. Donc il y a cette idée qu'autour de la cérémonie de la rosière, on va pouvoir unir toutes les classes sociales qui composent la ville. Lorsqu'en 1935, la ville de Nanterre devient communiste, cette politisation de la rosière se fait plus forte encore, puisqu'elle va devenir une véritable incarnation de la ville et des populations laborieuses qui cherchent à améliorer leur quotidien, ce que la dotation permet d'ailleurs de manière très concrète. L'élection d'une rosière pauvre symbolise alors l'accession au pouvoir de la municipalité de gauche. Un article de 1936 parle ainsi de la rosière rouge de Nanterre, ce qui renvoie bien à l'appropriation communiste de ce rituel. Après la démission de la rosière précédente, qui démissionne parce qu'elle est opposée à la mairie communiste, c'est une jeune ouvrière, Raymonde Constant Souza, âgée de 19 ans, qui est nommée, que vous avez ici en photographie au bras du maire. Une jeune femme qui est ouvrière à l'usine Cadom et qui fait vivre sur sa paye sa mère, qui est presque aveugle, 2 jeunes cousins orphelins également. Et donc l'article paru dans le magazine Regard insiste sur son travail et il souligne, comme vous pouvez le voir dans cette citation, combien cette rosière, symbole du communisme, est pleine de sens. Il oppose la vertu du travail à la vertu passive autrefois célébrée. Et la rosière va vraiment être politisée dans ce cadre, puisqu'elle participe pleinement aux grèves joyeuses qui accompagnent l'accession au pouvoir du Front populaire. Elle rend visite à ses collègues de Cadom, elle visite aussi l'usine Simca, et puis tout son défilé ne se limite pas au centre-ville, mais l'amène aussi dans les quartiers périphériques plus défavorisés, à la rencontre des ouvriers qui vivent dans ces périphéries. Donc la rosière rouge de Nanterre témoigne bien de ces reconfigurations et des appropriations politiques de la cérémonie dans les années 30. Faisons à présent, si vous le voulez bien, un petit bond dans le temps, jusqu'à l'orée des années 1970. Jean Eustache, se faisant passer pour un documentariste de l'ORTF, se rend à Pessac peu de temps après les événements de mai 68,
Vous l'avez vu pour y filmer, ou vous allez le voir pour certains ou certaines, pour filmer l'élection de la rosière de Pessac. Il s'agit pour lui de braquer les projecteurs sur une tradition qui semble alors en voie d'extinction, mais aussi peut-être d'illustrer une France de contraste. L'année précédente, c'est à Nanterre, une ville également, comme on vient de le voir, connue pour ses rosières, que s'enflamment les premières étincelles qui mèneront aux événements de mai 68, lorsque des étudiantes et étudiants protestent contre l'interdiction de recevoir dans leur chambre universitaire des personnes étrangères. Alors qu'il et elle réclament une liberté sexuelle au sein des cités universitaires, on couronne à Pessac une jeune fille pour sa vertu, la virginité n'étant pas un critère officiel, mais les références à cette virginité étant, comme vous avez pu le voir ou vous le verrez dans le film, assez nombreuses. On aurait du coup tôt fait de penser que la révolution sexuelle, qui est alors en germe, et la légalisation de la contraception qui vient d'avoir lieu, puis de l'avortement qui aura lieu quelques années plus tard, en libérant les jeunes femmes du risque d'une grossesse avant le mariage, pourrait sonner rapidement le glas des rosières, relégué au rang d'une tradition archaïque n'ayant plus lieu d'être. Mais, quoique moins nombreuses, les cérémonies continuent de déjouer les pronostics. En 1999, 76 communes élisaient encore des rosières en France. En 2000 est même créée l'Association nationale des villes des rosières, à l'initiative du maire de Créon. Et en 2012, c'était encore une soixantaine de rosières qui étaient élues chaque année. Et pour la première fois, en 2013, je crois, on voyait apparaître une rosière nationale. Ici, vous avez l'Assemblée générale de l'association, juste avant l'élection d'une rosière nationale. On peut donc se demander si les cérémonies se sont finalement adaptées à la modernité, et si oui, comment elles se sont adaptées, et quels sont les débats qui les entourent aujourd'hui. Un premier point qui est à interroger, c'est la dimension religieuse, et plus précisément catholique, qui demeure forte dans les célébrations des rosières, alors même que la France a connu, au XIXe siècle et encore davantage au XXe siècle, un fort mouvement de déchristianisation, et que la République s'est en partie construite sur la notion de laïcité. On voit bien cette persistance du religieux dans le documentaire réalisé à Pessac en 1968, puisque le curé fait partie du jury chargé de désigner la rosière, que le sermon et la messe à l'église sont au cœur de la journée de fête, et aussi que la rosière est invitée à faire la quête à l'issue de la cérémonie religieuse. Or, dans les années 70, dans certaines villes comme Nanterre, qui font face à une immigration importante de populations maghrébines dans les HLM récemment construits, la question de la pertinence du maintien de cette tradition ouvertement empreinte de catholicisme se pose. La rosière apparaît alors comme une tradition désuète, et l'enquête menée par Martine Segalen et Jocelyne Chamara montre que la fête foraine accompagnant l'élection de la rosière est souvent le théâtre d'affrontements et de rixes sanglantes entre les différentes communautés de la ville, au point que l'élection est temporairement supprimée en 1974. La cérémonie, dans une version modernisée et simplifiée, est remise en place en 1979, mais sans grand succès. Les habitants ne s'y intéressent pas tellement. Et l'année suivante, on revient à un cérémonial plus traditionnel, mais dans une version qui est désormais plus inclusive, plus intégratrice, puisque la demoiselle d'honneur de la rosière est d'origine maghrébine et que les différentes communautés de la ville sont représentées dans le cortège. Si on prend le cas de la ville de Pessac, elle a connu depuis les années 90 surtout le même enjeu d'intégration des populations musulmanes, et la fête a alors pu devenir un symbole de cette volonté d'intégration, puisqu'en 1998, vous me pardonnerez, je suis un peu trop 19e-iste, en 1998 donc a été élue à l'unanimité la première rosière musulmane, Samira Ben Haman. La jeune fille a été récompensée pour son engagement associatif, puisqu'elle militait à l'Association des travailleurs immigrés et qu'elle donnait aussi des cours d'alphabétisation dans la cité où elle vivait. Le rituel a donc été aménagé pour l'occasion, et l'élection a été suivie d'une messe œcuménique mémorable qui a même donné lieu à la réalisation d'un autre documentaire intitulé La rosière de Pessac, dont je vous ai mis les références sur le PowerPoint. Mais donc, au-delà de l'intégration des communautés musulmanes, il s'agit aussi de capter l'intérêt des habitantes et des habitants qui sont athées et ne se reconnaissent pas forcément dans les aspects religieux de cette cérémonie. Et à Créon, par exemple, le maire s'est efforcé d'opérer un rééquilibrage entre la partie religieuse et la partie laïque de la cérémonie pour mieux y associer l'ensemble de la population, et notamment toutes celles et tous ceux qui ne fréquentent pas l'église.
Du coup, ils ont sorti le couronnement des murs de l'église pour le faire se dérouler sur la place du village, enfin de la ville. Il n'en demeure pas moins que certaines villes ont maintenu l'aspect religieux de leur cérémonie, ce qui peut parfois provoquer des frictions. En 2018, une pétition sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, s'est par exemple opposée à la rosière de Salancy, entre autres au nom de la défense du principe de laïcité. Un autre enjeu qui se noue autour des fêtes de la Rosière, c'est la préservation de la tradition et de l'histoire des communes. Face aux transformations que connaissent ces villes, la fête de la Rosière apparaît en fait comme une manière de rappeler l'histoire de ces communes, et les différentes commémorations auxquelles est conviée la Rosière durant son mandat ont aussi pour vocation de créer une continuité historique en rappelant les grands événements ou les grands noms qui ont jalonné l'histoire de la ville ou du village. À la Brède, par exemple, la Rosière dépose une gerbe sur la tombe de Montesquieu, mais aussi au monument en l'honneur des morts des 2 guerres mondiales. Il s'agit aussi de réactiver la mémoire en créant un lien entre les différentes générations qui composent la population. Dans le documentaire de 68 sur Pessac, on voit bien que toutes les anciennes rosières sont invitées à la cérémonie et viennent se présenter au micro. Et puis, lors de l'élection de 79, le maire déclare dans son discours que la Rosière consacre l'attachement du présent au passé. Donc il y a tout cet enjeu de faire revivre et de faire perdurer les traditions qui rattachent à l'histoire de la ville. À Créon, on va aussi fleurir à l'occasion de la fête les tombes des anciennes rosières, des anciens membres du conseil municipal, etc., pour promouvoir cette mémoire locale. C'est un enjeu qui est assez bien visible dans le testament de la Brède, qui date de 1823, où il est indiqué que la Rosière doit offrir, après son couronnement, un épi de blé et un pampre de vigne aux plus anciens cultivateurs propriétaires de la paroisse, si d'ailleurs il s'est montré digne de respect. Et cette citation montre aussi combien la cérémonie de la Rosière est un moyen pour ces communes qui font face à une urbanisation rapide de réaffirmer leur identité rurale et leur identité viticole en l'occurrence. Toutes les fleurs, le blé, la vigne vont symboliser cette ruralité idéalisée. Et cet enjeu de donner à voir une belle campagne, c'est aussi un enjeu majeur pour l'attractivité de ces communes, puisque la fête donne une image pastorale d'une ruralité préservée, patrimonialisée, qui suggère une certaine qualité de vie, précisément celle qui est susceptible d'attirer de nouveaux et de nouvelles habitantes dans ces villes. La fête de la Rosière sert aussi de manière pour intégrer ces nouveaux habitants à la population locale. On le voit assez bien dans le documentaire de 1968, où le jury prend en compte les quartiers dont les candidates sont issues et cherche à récompenser des jeunes filles issues des nouveaux quartiers. C'est un enjeu qui est assez courant, assez fréquent, puisque les communes girondines qui célèbrent des rosières, la Brède, Créon ou Pessac, ont connu à la fin du XXe siècle, décidément, une croissance démographique rapide. La population de Créon a été multipliée par 2 entre 1975 et 2004, par exemple. Et cette urbanisation rapide, qui est le fait en général de cadres moyens et supérieurs qui viennent des villes et qui donc travaillent hors de ces communes, fait craindre en fait une sorte de déstabilisation des relations sociales à l'intérieur de ces communes. Les municipalités craignent de devenir des villes dortoirs. Et donc le maire de Créon, notamment, a fait le choix, à la fin des années 1980, de miser sur la Rosière comme un outil de restauration du lien social et de l'identité de la commune. Pour cela, il a fallu d'abord modifier un petit peu les critères de sélection, ainsi de la nécessité d'être né dans la ville, qui est supprimée au profit de la simple résidence dans la commune, pour la simple et bonne raison que plus grand monde ne naît à Créon. Les gens naissent à l'hôpital de Bordeaux, par exemple. Le critère d'appartenance à une famille modeste et nombreuse a lui aussi été supprimé. De même, les familles nombreuses ne sont plus légion. Et puis, la suppression du critère social permet aussi d'intégrer les nouveaux et les nouvelles venues qui sont souvent plus aisés que la population locale. Et l'organisation même de la fête va être une manière de créer du lien au sein des habitants et d'intégrer les nouveaux venus. Avant, on avait des repas privés qui suivaient la cérémonie. Maintenant, on a des grands banquets qui accompagnent la fête et qui permettent de davantage créer du lien entre tous les habitants et permettre aux nouveaux habitants de faire des rencontres. Faire partie du comité des fêtes peut aussi être une voie d'intégration.
Entre 1988 et 1997, donc en à peine 10 ans, le comité d'organisation de la fête de Créon est passé de 2 à 56 membres, dont beaucoup de nouveaux habitants. Et puis la fête, voilà, elle est pensée aussi comme une manière de fédérer les habitants, mais aussi de rapprocher la population des élus, avec une cérémonie qui se dépouille un petit peu de son formalisme originel, donc avec ses grands banquets, avec un allongement aussi de la fête. D'une journée, elle passe en 1995 à 3 jours, avec un marché, une visite au cimetière, des animations, un spectacle, un bal, etc., une fête foraine. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté d'en faire une fête qui puisse créer du lien social. Il n'en demeure pas moins que si la fête de la Rosière peut apparaître comme intégratrice à certains points de vue, elle est l'objet de critiques qui visent notamment ses entorses à l'égalité homme-femme et son rituel souvent qualifié de sexiste. Dès les années 70, les cérémonies se sont en partie adaptées aux transformations des mœurs. À Nanterre, comme dans la plupart des villes, on a supprimé la condition des mœurs irréprochables pour ne retenir que des critères d'âge et de résidence, en apparence du moins, puisque le service municipal d'assistance sociale fait quand même une discrète enquête sur les candidates, et on constate même que les familles elles-mêmes tendent parfois à avoir une conception assez restrictive des mérites des jeunes filles, en n'hésitant pas à retirer elles-mêmes la candidature de leur fille si ces familles estiment qu'elle est trop sortie avec des garçons, qu'elle a trop fait la fête, etc. On le voit aussi dans l'élection de 68 à Pessac, la virginité, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas explicitement mentionnée, mais les rires entendus du jury, et notamment la remarque de l'un d'eux sur le fait qu'il est difficile de conserver sa virginité jusqu'à ses 40 ans, montrent bien que la virginité reste un attendu implicite. Une jeune fille ayant un compagnon peut être élue, la jeune fille de la Rosière de Pessac de 68 a un fiancé, mais encore aujourd'hui, d'après les témoignages, on prend assez soin de choisir une jeune fille qui ne court pas trop, qui ne sort pas trop, qui n'est pas considérée comme volage, et l'éventuel petit ami doit rester assez discret pendant la cérémonie. On le voit, il est assez en marge de la cérémonie. Ce qu'on constate aussi, c'est que les plaisanteries grivoises sont souvent de mise. Le physique n'est officiellement pas un critère, mais le maire de Pessac, en 1968, ne se prive pas de mentionner sa joie que la Rosière soit très mignonne. À Nanterre, en 1979, la fête tourne même au fiasco, puisque l'effigie de la Rosière est brûlée, et on a des jeunes hommes qui vont entonner des chants sur le physique de l'élu, et même aller jusqu'à des propos orduriers incitant à violer la Rosière. Donc des démonstrations de sexisme assez violentes. Plus largement, de nombreux maires racontent aujourd'hui qu'ils sont apostrophés par des badauds pour savoir s'ils ont eux-mêmes vérifié la vertu des postulantes, etc., etc. Donc le sexisme n'est pas toujours aussi explicite, mais ce qu'on peut noter quand même, c'est que dans le déroulé des cérémonies, on a une persistance assez forte de certaines normes de genre. En premier lieu, ce qu'on peut dire, c'est que l'accent qui est mis sur le civisme des jeunes candidates, leur engagement associatif, etc., reproduit bien souvent un imaginaire qui associe le féminin aux tâches de soins, d'attention aux autres, des actions en faveur des malades, des personnes handicapées, des enfants défavorisés, etc. Bien souvent, on reste dans la promotion d'une vision un peu stéréotypée d'une féminité nécessairement dévouée aux autres. Autre point, dans certaines villes, comme La Brède, on a, pour parer aux accusations de sexisme, décidé d'élire aussi un rosier. Mais la fête continue quand même de s'appeler Fête de la Rosière, et si on fait une petite enquête dans la presse locale, et même sur le site de la commune, on ne trouve guère d'informations sur les modalités de sélection dudit rosier, ni sur son éventuelle récompense. Vraiment, les projecteurs restent braqués sur la Rosière. Dernier point, on peut reprocher aujourd'hui à ces cérémonies de promouvoir une vision très traditionnelle et très centrée sur l'hétérosexualité du couple. Avec le temps, l'élection de la Rosière et le mariage se sont dissociés. Bien sûr, la récompense ne tient plus lieu de dot pour la jeune fille, mais il n'empêche que la forme de la cérémonie est restée celle d'un mariage. À La Brède, par exemple, la cérémonie se passe en partie à l'église. S'ensuit un cortège où les jeunes filles sont en robe de mariée, avec leur rosier qui est habillé, lui, en costume. Et les couples, toujours hétérosexuels, défilent 2 à 2 dans les rues. Je vous ai mis un exemple de 2022 à La Brède. La Rosière est même invitée à établir une liste de cadeaux sur le modèle d'une liste de mariage qu'elle dépose chez des commerçants où chacun et chacune peuvent contribuer. Donc il y a vraiment ce modèle du mariage qui reste assez présent. Pour toutes ces raisons, les fêtes de la Rosière sont depuis des décennies la cible de critiques féministes
Dès 1979, à Nanterre, la cérémonie est fustigée. Des collectifs féministes vont taguer les affiches en signe de protestation. Et les lycéennes du lycée d'enseignement professionnel, donc chargées de coudre la robe de la Rosière, posent à ses côtés sur cette photo que je vous ai reproduite, en costume, représentant l'aliénation de la femme, donc en mère, en domestique, en cuisinière, en femme voilée, etc. Et en 2014, année de la dernière élection d'une Rosière à Pessac, si je ne m'abuse, le collectif Oser le féminisme avait couronné un rosier, donc vous le voyez là avec sa tête en pot de fleurs, au bras d'une femme grimée en mère pour dénoncer le sexisme de la cérémonie. Face à l'absence de candidate en 2015, la fête a été remplacée par d'autres festivités, notamment le festival de chansons françaises En Bonne Voix, qui se tient au mois de mai, et à Salancy, où la fête avait été supprimée. La volonté de remettre la fête en place s'est heurtée à une pétition dont je vous parlais tout à l'heure, en 2018, qui a été lancée par une maîtresse de conférence en linguistique, dont vous avez la capture ici, et qui a recueilli plus de 37 000 signatures. La pétition, elle dénonçait notamment le critère de virginité, qu'elle jugeait fondé sur une vision ridicule de la virginité, qui ne peut pas être établie par un certificat médical. Et elle en critiquait aussi le sexisme, puisque la bonne moralité de la jeune fille est évaluée à l'aune de la rumeur publique. Et elle considérait que toutes ces attentes pesant sur les femmes contrevenaient au principe de l'égalité homme-femme. Elle dénonçait aussi le caractère outrageant de cette injonction à la virginité. Et donc le conseil municipal, face au bad buzz médiatique causé par cette affaire, puisque le cas de la Rosière a été évoqué par la BBC et même par un quotidien espagnol, retentissement international, a décidé de supprimer la subvention de 1 800 € dont bénéficiait jusque-là la fête. Voilà en gros pour ce tour d'horizon sur l'histoire des fêtes de Rosière. J'espère que ça vous aura intéressé et éclairé sur l'origine de la tradition, sur ses reconfigurations et sur tous les enjeux qu'elle cristallise, qui en font un objet, à mon sens, passionnant pour l'histoire des femmes, pour l'histoire des rapports entre Église et État aussi, pour l'histoire de la ruralité, pour l'histoire des effets de l'urbanisation, etc. Et juste pour terminer et peut-être ouvrir la discussion, je voudrais insister sur quelques aspects que j'ai trouvés particulièrement intéressants dans cette histoire de Rosière, qui s'écoule sur plusieurs siècles. D'abord, la grande plasticité de cette tradition, qui, comme bien des traditions d'ailleurs, s'est réinventée au fil des années et s'est adaptée aux différents besoins, aux différentes demandes sociales, avec des appropriations politiques, les rosières de Napoléon, la rosière rouge communiste de Nanterre, des versions catholiques, laïques ou plus œcuméniques de la cérémonie. Un autre point, c'est les permanences qu'on observe au fil des siècles, avec cette idée de la rosière qui symbolise une ruralité en danger face à l'urbanisation, qu'on retrouve aussi bien dans les récits de Madame de Genlis que dans l'imaginaire de la rosière de Nanterre au XIXe ou dans les stratégies actuelles des communes de Gironde pour préserver cette identité rurale. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça permet de replacer aussi dans une histoire longue les critiques de la rosière, qu'on a trop peut-être tendance à réduire à un phénomène post-MeToo. On voit que la tradition était déjà critiquée au XVIIIe siècle par des penseurs imprégnés des idées des Lumières, critiquée aussi au XIXe siècle pour son hypocrisie par des humoristes comme par des féministes, et critiquée enfin par les féministes de la deuxième vague dans les années 1960-1970. Voilà, je m'arrête là pour qu'on ait un peu de temps pour des questions et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, je vais vous demander de lever bien haut, parce que j'imagine qu'il va y avoir des questions. J'arrive. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, l'enveloppe que l'on donne à la rosière, elle est alimentée par qui et par quoi, s'il vous plaît? Alors, dans quelle ville? À Pessac. À Pessac. Alors, le testament, c'est un testament qui est... initialement, donc c'est un legs privé d'un individu privé qui date de 1896, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours ce legs qui continue à alimenter la chose. De toute façon, elle a été, il n'y a plus d'élection depuis 2014. Mais il faudrait sans doute aller fouiller dans les comptes rendus du conseil municipal pour savoir si la subvention était devenue municipale ou bien si la chose a continué à... Enfin, voilà. C'est souvent le problème de ces legs privés. Souvent, ils finissent par ne plus rapporter d'argent et il faut trouver d'autres moyens de financer. Oui.
Je ne me souviens pas quel était le maire de Pessac quand la fête de la Rosière s'est arrêtée. Est-ce que c'était Alain Rousset Je laisse la salle répondre. Vous ne savez pas, ou Benoît? C'était Franck Rénal déjà, je ne sais plus. Vous devez mieux connaître votre histoire municipale que moi. Alors, je ne vois pas de main se lever, mais moi j'ai regardé donc tout à l'heure le premier opus en 68, et on a eu cette réflexion avec 2-3 personnes, comme quoi la Rosière était bien silencieuse. Autant le maire était très bavard, et tous les participants, mais ces jeunes femmes n'avaient pas beaucoup la parole. Alors, est-ce que c'était de coutume ? Alors, oui, je pense que ça reprend malheureusement un stéréotype de genre qui est assez vérifié dans les faits, que parfois les hommes ont tendance à s'approprier un peu trop la parole. Mais messieurs, posez des questions si vous voulez. Mais moi, j'ai été frappée dans le documentaire aussi de la timidité de la Rosière, et surtout de ce fait qu'en fait, c'est pas vraiment des candidates elles-mêmes. Enfin, il y a un peu elles se font un peu forcer la main, notamment dans le film de 79, où il faut bien trouver quelqu'un, et donc on lui demande un peu son accord, mais la Rosière pressentie n'est pas trop d'accord, puis on finit par la convaincre. Enfin, il y a tout quelque chose d'intéressant là, du point de vue du genre, et effectivement la timidité qui peut être celle de ces jeunes filles qui font la bise à tout le conseil municipal, largement masculin, etc. On imagine bien la timidité que ça peut provoquer chez des jeunes filles très jeunes. Ouais. Merci pour votre exposé très intéressant. J'avais 3 questions courtes, rapides. Est-ce qu'au temps de l'apogée de cette célébration de la Rosière, là, est-ce qu'on a une idée du nombre de communes en France qui pouvaient organiser ce type de cérémonie ? À un moment, vous avez parlé de 60 communes là, dans les années, je ne sais pas, au début du siècle dernier. Est-ce que ce phénomène existait aussi en dehors de la France, en Europe par exemple? Et puis j'avais un 3e point qui m'échappe, donc je vais peut-être laisser la parole à d'autres. Merci pour ces questions. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous apporter une réponse hyper précise, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de tentative de recenser vraiment, par exemple, au XIXe siècle, l'ensemble des communes. Il y a beaucoup d'études qui portent sur des cas particuliers, mais qui généralement ne replacent pas dans un contexte. Il y aurait sans doute une très belle thèse à faire là-dessus. Mais j'ai déjà fait la mienne, donc je vous laisse si vous avez le courage de vous y atteler. Et pour ce qui est de l'existence d'autres cérémonies du même type, alors il me semble qu'il existe des cérémonies, le nom m'échappe là, mais en Angleterre il y a quelque chose d'un peu pareil. Le nom m'échappe, mais il y a un nom anglais qui correspond à peu près à celui de Rosière, et donc j'imagine qu'il y a une tradition derrière qui fonctionne aussi. Après, ce qui est certain, c'est que si on se penche sur la question de la valorisation vraiment de la virginité féminine, sur cet aspect-là des cérémonies de Rosière, il est assez clair que, il y a un documentaire très chouette qui avait été fait par une réalisatrice qui s'appelle Feriel Ben Mahmoud sur la virginité un peu aujourd'hui, et où elle filmait des bals entre donc père et fille aux États-Unis, où les filles dansent avec leur père et promettent qu'elles vont rester vierges jusqu'au mariage, etc. Donc, c'est des choses qui, dans certaines communautés, notamment religieuses aux États-Unis, continuent de perdurer. Donc, pas forcément en tant que Rosière directement, mais il y a des rituels qui sont assez similaires dans ce à quoi ça renvoie, quoi. Est-ce qu'on peut faire un lien, ou est-ce qu'il y a déjà eu un lien de fait entre les Rosières et toutes ces cérémonies de Miss Oui, alors on croise souvent l'idée que effectivement les Rosières auraient été un peu supplantées par les élections des Miss. Il faudrait là encore étudier ça un peu finement pour savoir dans quelle mesure. Mais c'est possible aussi que le désintérêt des jeunes filles pour les élections de Rosières s'explique par un intérêt plus grand pour celui des Miss. Qui est effectivement un réseau beaucoup plus dense en France et qui émaille vraiment,
qui est vraiment présent à toutes les échelles. Enfin, je pense qu'il y a des comités de Miss vraiment. Enfin, c'est une très forte implantation locale. Donc c'est possible que ça puisse jouer. Au XIXe siècle, par exemple, il y avait d'autres types d'élections qui puissent s'appuyer aussi sur la vertu ou sur la beauté. Je sais pas de quand datent les Miss au sens, enfin voilà, les Miss France, etc. Je sais pas de quand ça date. Il existe d'autres types de prix en faisant des recherches, notamment sur la question des rosiers. J'ai trouvé, alors je sais plus dans quelle ville, mais il y a des prix qui récompensent toutes sortes d'aspects, que ce soit de la vertu ou de l'intérêt pour les arts ou pour ce genre de choses. Donc ça, oui, c'est un mode assez fréquent pour créer des modèles et créer des modèles auxquels la jeunesse puisse s'identifier. Là encore, ouais, je ne saurais pas trop vous dire l'histoire des Miss. J'avoue que je ne sais pas, je sais pas bien de quand ça date et si on peut voir un espèce d'effet de vase communicant entre les rosières et les Miss. Alors je crois que tout là-haut, c'est une dame qui a levé la main et il me semble tout à l'heure qu'elle avait levé la main parce que elle a elle-même participé à une des cérémonies, si je ne me trompe pas. Merci. Je voulais remercier Jean Eustache pour être allé filmer des gens ordinaires. Alors, on a beaucoup ri sur le visage des gens parce qu'on est habitué à voir des stars hyper maquillées, hyper présentées et tout. Mais ces gens-là, c'est des gens vrais, c'est des gens autour de nous. Et puis, dans la Rosière, il y a aussi celle de 68, elle est des Castors. Et les Castors, c'est pas n'importe quel quartier. C'est un quartier, d'ailleurs le maire le dit, c'est un quartier où les gens ont construit leur maison et habitent dedans. Et cette démarche-là, ça n'a pas été rien. Et la Rosière, elle est de ce quartier-là. C'est pas un hasard. Et puis, quand on a parlé de la timidité de la Rosière, ben moi, la Rosière de 1900, je ne l'ai pas trouvée ni muette, ni timide. Elle a peut-être pris de l'audace avec l'âge. Alors, je ne vois pas de main. Mais peut-être juste pour rajouter un truc qui me vient là, quand on parlait de la question du rapport avec les Miss, j'ai l'impression de lire les critères d'élection des Rosières, etc. Ça m'a aussi beaucoup fait penser à tout l'argumentaire que tente de mettre en place justement le comité des Miss face aux accusations de sexisme, hein, puisque c'est quand même un concours qui est basé sur le physique initialement. Et il y a aussi toute cette volonté de... Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est une réappropriation, mais en tout cas d'accentuer davantage le fait que c'est aussi des femmes qu'on élit pour leur qualité intellectuelle, pour les valeurs qu'elles défendent, etc. Donc il y a aussi une forme de tentative de la part des Miss de se détacher de cette image de concours de beauté un peu sexiste pour promouvoir des valeurs même féministes. Hein. Maintenant, les Miss se disent volontiers féministes et disent qu'on peut être féministe et être Miss, etc. C'était juste pour compléter un peu. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Merci à vous. Pour votre exposé.